Je vous souhaite la bienvenue dans ce tutoriel. Ce tutoriel va être réparti en deux grandes parties. La première partie va regrouper les outils utilisés ainsi que certaines techniques de peinture. La seconde partie, nous allons analyser étape par étape la construction d'une peinture digitale. Je donnerai bien sûr des explications au fur et à mesure et j'espère qu'elles seront constructives et qu'elles vous apporteront quelque chose. J'espère de tout cœur que ce tutoriel sera intéressant. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, commençons. Parlons des logiciels. Habituellement, j'utilise Adobe Photoshop, tant pour mes travaux professionnels que pour mes travaux personnels. Pour ce tutoriel, j'ai souhaité utiliser Procreate, une application payante que l'on retrouve sur iPad. J'ai pris cette décision car c'est bien plus simple d'enregistrer le processus de peinture digitale dans Procreate. En effet, les menus sont vraiment simplifiés, ce qui va me permettre de vous présenter facilement les outils ainsi que les différentes techniques utilisées permettant de réaliser cette peinture digitale. Dorénavant, nous pouvons aborder le sujet des outils. Donc nous voici dans Procreate. Si j'ouvre le pinceau, vous pourrez trouver 4 pinceaux. Ils sont ici en anglais, mais nous allons les traduire en français. Le premier pinceau, Pencil, est une sorte de crayon à papier. Il va nous permettre de faire le croquis initial avant d'attaquer la peinture. Le second pinceau, Ink, serait plus une plume, une sorte de plume avec de l'encre. Vous allez voir, c'est bien plus opaque et épais, et cela va nous permettre de mettre au propre le croquis. Ensuite, nous pouvons retrouver Blocking. Blocking, en français, va nous permettre de bloquer des grosses masses de peinture, de sorte à débuter la peinture digitale. Quand nous commençons une peinture, nous n'attaquons pas directement avec les détails. On va commencer par les masses principales, puis au fur et à mesure, nous allons rajouter des détails. Donc ici, Blocking, si je vous présente, c'est une brosse qui va nous permettre de faire des grosses masses de couleurs. Cette brosse est malléable, elle permet de faire des dégradés et on y retrouve une variation de couleurs. À chaque coup de pinceau, la couleur change légèrement. Ensuite, si je continue, nous avons une brosse qui s'appelle Details. Donc Details en français, détail. Comme son nom l'indique, cela va nous permettre de faire tout ce qui est de l'ordre du détail et de finaliser la peinture. Donc par exemple, les nuages, les bords des nuages, nous allons pouvoir utiliser cette brosse, ou alors des petits traits sur l'eau, des mouettes, tout ce qui est de l'ordre du détail. Voilà, cette brosse est vraiment malléable. Je vous montre ces brosses dans Procreate car comme je vous l'expliquais, c'est plus simple pour moi pour les présenter, mais vous pourrez les retrouver dans Adobe Photoshop aussi. Nous pouvons continuer avec la prochaine étape. Nous voici de nouveau dans Procreate. Vous pourrez voir ici le croquis dont nous aborderons le processus plus tard. Pour le moment, je souhaiterais que nous abordions le sujet de l'outil de perspective. Comme vous pouvez le voir, actuellement, j'ai un croquis sur mon écran, j'ai des notions de perspective, mais j'aimerais maintenant pouvoir corriger cette perspective et être sûr que ma perspective est juste. Pour ce, il faudrait que je puisse tracer une ligne d'horizon, des points de perspective, mais comme on le sait, ils vont sûrement sortir de mon cadre de peinture. Ainsi, si je vais sur la petite clé en haut à gauche, que je sélectionne toile, je peux aller dans guide de dessin. Faites bien attention à ce que ce soit activé. Ensuite, nous pouvons aller dans modifier le guide de dessin. Une nouvelle fenêtre apparaît, donc on peut voir que nous avons différents types de réglages. Je vais choisir perspective. La première chose à faire, c'est de cliquer au milieu de l'écran et je peux voir qu'un point de perspective va apparaître. En bleu foncé, c'est la ligne d'horizon. Donc ici, je vais prendre mon point et je vais chercher où se situe mon point de fuite sur l'horizon. Donc ici, si je regarde l'orientation de mes traits ainsi que des ailes, le point sera en dehors de l'image. Ce qui est super, c'est que Procreate permet de travailler en dehors de l'image. Mais je peux voir que j'ai besoin d'un second point de perspective. Aussi, petite chose importante, je peux voir que ma ligne d'horizon n'est pas parfaitement horizontale, qu'elle a un angle. C'est quelque chose auquel on ne pense pas souvent, mais pour jouer sur
la tension d'une image, on peut faire en sorte de tilter, donc d'orienter la caméra pour que la ligne d'horizon soit pas parfaitement parallèle. Donc ici, la chose à faire, c'est que je vais de nouveau cliquer au milieu de mon croquis et un nouveau point va apparaître. Je vais prendre ce point, le faire glisser. Comme on peut voir, il y a un quadrillage qui apparaît sur mon dessin. Et là, je vais aller chercher à peu près la borne orientation qui va être un tout petit peu plus loin, de sorte à pouvoir avoir la perspective de mes ailes. Comme on peut voir, la ligne bleue aussi est inclinée, ce qui va incliner ma ligne d'horizon. Et si jamais je veux bien positionner ma ligne d'horizon, je n'ai qu'à descendre mes 2 points. Admettons que sans faire exprès, vous ayez rajouté un 3e point, ce qui est possible. Vous pouvez décider d'avoir un 3e point de perspective, mais admettons que vous souhaitiez le supprimer, vous pouvez utiliser votre doigt et cliquer sur le point et cliquer sur supprimer. Il en est de même pour mes autres points de perspective. Aussi, vous pouvez changer la couleur des lignes de perspective sur la bande en haut. Vous avez d'autres réglages comme l'épaisseur de ces lignes par exemple si vous souhaitez que cela soit bien épais ou au contraire que ça soit supposé et donc très léger, et vous pouvez aussi jouer avec l'opacité. Une fois que vous êtes satisfait de ces lignes de perspective, vous cliquez sur OK et vous allez avoir vos lignes de perspective ainsi que cette grille. Admettons qu'en cours de peinture ou de dessin, vous souhaitiez cacher cette grille, vous n'avez juste qu'à cliquer sur guide de dessin. Et comme vous pouvez voir, les lignes de perspective disparaissent. Si jamais vous voulez les modifier, il est toujours possible de les modifier, vous n'avez qu'à cliquer sur modifier le guide de dessin. Donc voici pour l'outil de perspective. Dans Photoshop, je n'utilise pas forcément d'outils de perspective car j'utilise des logiciels tiers comme TV Paint, mais il y a sûrement des outils permettant de créer de telles perspectives dans Photoshop. Aussi, une autre technique que j'apprécie utiliser pour ne pas avoir une perspective qui soit trop rigide, c'est le système de la grille. Je vais vous montrer. Donc comme vous pouvez le voir au-dessus, j'ai une sorte de grille. Pour le moment, elle est au-dessus de mon dessin, donc je vais sélectionner ce calque et le mettre en dessous. Et la petite méthode, c'est je clique sur la flèche de sorte à transformer mon dessin. Je vais cliquer sur déformation, je vais dézoomer un petit peu mon croquis et je vais prendre les points et les placer à peu près de sorte à retrouver la perspective de mon croquis initial. Donc comme ceci. Je vais devoir dézoomer encore un petit peu. Voilà, quelque chose à peu près comme ça. Je ne vais pas non plus y passer trop de temps parce que l'idée c'est de vous montrer le principe, mais c'est une méthode qui est bien sûr largement utilisable. Je sais qu'en storyboard par exemple, nous utilisons beaucoup cette technique. Ça veut dire que nous n'avons pas l'opportunité tout le temps de dessiner une perspective parfaite. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on prend une grille, on la déforme, on la met en perspective pour montrer un petit peu les lignes de perspective, pour montrer plus facilement si on est en plongée ou en contre-plongée. Donc voici pour la méthode de la grille. Je vais utiliser pour cette peinture les outils directement présents dans Procreate. Vous pouvez bien sûr choisir de ne pas utiliser d'outils de perspective ou alors de le faire à la main. C'est aussi faisable, bien que cela soit plus compliqué vu que le croquis est défini. Et enfin, vous pouvez aussi utiliser une image de grille et la déformer de sorte à retrouver la perspective. Voilà, on peut continuer avec la prochaine étape. Nous voici de nouveau dans Procreate. Nous pouvons aborder le sujet des références. Donc si je change de fenêtre et que je vais dans Google Chrome, vous pourrez voir l'unique référence que j'ai utilisée pour faire de la peinture digitale. Si je reviens dans mon historique pour vous montrer le processus, j'ai tapé « il », j'ai sélectionné une première photo qui me plaisait bien et après Google m'a proposé une autre photo. Dans cette photo, ce que j'aime beaucoup, c'est la luminosité mais aussi les couleurs. On peut voir que le sable au milieu de l'image est vraiment brûlé, ça ne m'intéresse pas trop, mais par contre on peut voir l'ensemble du détail qu'on a dans les nuages. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Nous pouvons aussi observer ces tons vert turquoise autour des îles et on a des bleus très très sombres au bord de l'image. J'aime vraiment beaucoup cette dynamique de couleurs. Ensuite, au fond, si vous observez les montagnes, vous pourrez voir cette fameuse technique du sfumato, donc cette profondeur atmosphérique. C'est-à-dire que plus on s'éloigne et plus on se rapproche de la ligne d'horizon,
plus il y a une sorte de filtre opaque qui fait que les montagnes deviennent bleues et beaucoup plus douces. On perd totalement en contraste. La question, vous me direz, mais moi je suis dans Procreate, comment je fais pour utiliser cette référence? Est-ce que à chaque fois il faut que je retourne dans Google? Eh bien la réponse est non. Si cette photo vous convient, vous pouvez cliquer droit dessus et enregistrer dans photo. Ensuite, si je reviens, je retourne dans Procreate, je retourne dans ma petite clé et si je vais toujours dans toile, dans référence, je peux cliquer sur référence. Là, j'ai une fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre, je peux la déplacer, je peux l'agrandir si je le souhaite ou en diminuer la taille. Ensuite, nous allons dans Images. Je clique sur Image et Importer une image. Ici, je sélectionne ma référence et voici que j'ai ma référence. Je peux en changer la taille si je souhaite par exemple me focaliser que sur la forêt, sur la roche ou alors sur les couleurs. Je peux vraiment modifier ce que je souhaite dans ce petit carré. Donc voici l'unique référence utilisée pour faire la peinture en digital. Vous pouvez bien sûr en utiliser bien d'autres. J'ai souhaité n'en utiliser qu'une parce que je pensais que c'était suffisant de sorte à réaliser l'image que j'avais en tête. Souvent, ce que je recommande, c'est de n'utiliser les références qu'après le croquis. C'est-à-dire qu'il vaut mieux utiliser un maximum sa créativité et les références qu'on a emmagasinées grâce à des souvenirs, des voyages, toutes ces références qu'on a en tête pour faire l'image, le premier croquis. Cela permet de ne pas se perdre trop. Ça veut dire qu'on fait le croquis, on met des idées, même si ce n'est pas parfait, c'est pas grave. Et ensuite, dans un second temps, quand nous sommes contents de l'image, on peut aller chercher des références. Ça permet vraiment de stimuler cette créativité et cette mémoire. Moi, à chaque fois, je fais mon croquis sur un post-it ou alors dans Procreate. Et une fois que j'en suis content, je vais ensuite dans Google et je cherche des références, par exemple, dans le cas présent, pour un avion, pour la couleur de l'eau, pour les nuages, pour les palmiers. Ou alors, je décide de n'utiliser que très peu de références et de faire confiance à ma créativité. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je vais vous recommander, c'est d'utiliser les références que dans un second temps. Nous avons abordé le sujet des références dans Procreate. Vous pouvez bien sûr faire la même chose dans Photoshop. Il y a des logiciels tels que PureRef qui existent qui permettent d'avoir des références au-dessus de la fenêtre Photoshop ou alors au-dessus de la fenêtre Krita. Peut-être que j'en parlais dans le futur, mais encore une fois, vu que je ne me focalise que sur Procreate, je ne parle que de Procreate. Nous pouvons continuer avec la prochaine étape. Nous voici face à la peinture finale. Nous allons bien sûr voir le processus ensemble par la suite, mais je souhaiterais aborder le sujet des calques. C'est vraiment très important d'être organisé et d'être propre, parce que là, on fait des concepts pour soi, on fait des dessins et des peintures digitales sur son temps libre, mais parfois, on les fait dans le cadre professionnel. Et dans le cadre professionnel, il faut pouvoir donner son fichier à quelqu'un d'autre, ou il faut pouvoir aussi le réouvrir plusieurs mois après. Et si on a beaucoup trop de calques, ça peut être le bazar. Je souhaite donc vous montrer la manière dont je range mes calques. Souvent, mes décors ont un ou plusieurs personnages à la ligne et un décor qui est peint avec un rendu un petit peu différent. Donc si j'ouvre mes calques, voici les différents groupes que j'ai. Déjà, dans un premier temps, je fonctionne en groupe. Même si je n'ai qu'un calque dans un groupe, il y a quand même son groupe. Je vais cacher les différents groupes et nous allons les ouvrir un à un. Dans un premier temps, mon groupe rough. Donc c'est ce que nous en français nous appellerons croquis. Bien souvent, j'en change l'opacité, car quand je peins, je n'ai pas besoin que l'opacité soit à 100%. Je garde toujours le groupe rough ou croquis tout en bas, même si parfois je le duplique et je le mets au-dessus de ma peinture. Mais je garde toujours en historique ce rough tout en bas. Comme ça, je sais que quand j'ouvre un document, si je veux retrouver le croquis initial, il sera vraiment dans le plus bas de mon document. Je vais cacher rough et j'ouvre désormais BG. Donc BG, c'est pour background, donc le décor. Si j'ouvre background, vous pourrez voir, dedans, je n'ai que de calques. J'ai vraiment changé ma méthode au cours du temps. Avant, j'avais beaucoup de calques, tout était très lourd et je me suis rendu compte qu'en me demandait de faire des modifications, c'était vraiment douloureux. À présent, j'essaye de travailler dans un minimum de calques. Ce que vous pouvez voir, la structure des calques ici présents, c'est vraiment la manière dont j'ai travaillé. Ça veut dire que je peins quasiment tout
tout sur un ou deux calques. Je ne rajoute pas les effets sur un autre calque, je mets tout en combiné. Et si jamais je dois faire une modification, on pourrait se dire, ah oui, mais si tu dois modifier l'ombre ou ça, et ben en vérité, c'est bien plus simple de tout avoir sur un calque. Je n'ai qu'à le dupliquer et faire ma modification par la suite. Ensuite, j'ai un groupe qu'on nommera char pour caractère en anglais. Donc c'est le groupe avec le personnage. Dans ce groupe, on peut voir que j'ai la ligne sur un calque, j'ai ce que j'appellerais shadow, donc l'ombre sur un autre calque, et la couleur. Là, j'ai vraiment 3 calques car c'est bien plus simple à gérer. Vous pourrez voir ce calque shadow, c'est un calque avec un mode de fusion. Donc c'est le mode de fusion multiplié. Si j'enlève ce mode de fusion pour vous montrer à quoi ressemble le calque est tout blanc avec des couleurs pour les ombres. Pourquoi c'est tout blanc? Parce que c'est bien plus simple quand on peint. Si jamais je veux enlever de l'ombre, je n'ai qu'à sélectionner le blanc, car en multiplication le blanc ne s'affiche pas. Ça me permet de faire des dégradés ou alors de gommer aussi mon ombre. Je vais le remettre en multiplié. Ensuite, nous avons FG pour foreground. Parfois, quand on a un personnage, on peut avoir des éléments qui passent au-dessus de ce personnage. Et c'est alors que rentre en compte le groupe foreground. Si j'affiche ce groupe, on peut voir que j'ai du nuage qui passe au-dessus de mon personnage et j'ai aussi une petite vitre ainsi que des manettes qui sont dans ses mains. Donc voilà pour le groupe foreground. Et enfin, j'ai un groupe comp qui représente le compositing. Nous aborderons le groupe compositing dans un autre temps, mais juste pour vous montrer à quoi cela sert. J'ai un calque bruit. Donc bruit, j'aime beaucoup rajouter à la fin sur mes images une sorte de petit grain qui va donner ce côté peinture, mais aussi un côté un petit peu old school à ma peinture digitale. Parce que le problème avec le digital, c'est que c'est vraiment parfait. C'est vraiment très chirurgical. Et parfois, on veut casser un petit peu ces dégradés parfaits avec du bruit ou des aberrations chromatiques ou des variations de couleurs. Et c'est vraiment ce à quoi me sert ce calque. Je vous en dirai un plus dans un autre temps, mais voilà, comme ça vous savez à quoi sert ce dossier comp. Et donc, en conclusion, nous pouvons voir que je n'ai pas tant de calques que ça pour faire cette peinture digitale. Bien sûr, ici, le sujet est relativement simple. Parfois, j'ai beaucoup plus de personnages, beaucoup plus d'éléments. Mais en vérité, cette structure de calque s'applique à toutes mes peintures. Même si j'avais un color script à faire avec beaucoup de cases et des environnements qui ont des couleurs vraiment très différentes, je garderai cette structure de calque pour tout. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser, vous pouvez aussi la modifier, mais c'était pour vous montrer, là peut rester relativement simple. Je vous conseille une nouvelle fois encore de garder une structure simplifiée, car quand on doit modifier ces décors, ou alors quand on les réouvre plusieurs mois après parce qu'on avait d'autres choses entre temps à faire, parfois ça peut être la catastrophe. Enfin, je vais finir avec un tout petit tips dans Procreate qui est vraiment assez utile pour combiner des calques. Je prends mes 2 doigts et je n'ai qu'à pincer le calque 14 et le calque 15, donc je les pince avec mes 2 doigts et ils vont se combiner. Voilà, c'était le petit tips pour la structure des calques. J'espère que cette partie était quand même intéressante. Nous allons d'ores et déjà pouvoir aborder le sujet de la peinture digitale étape par étape. Nous voici dans Procreate. Je souhaiterais vous montrer 2-3 techniques de peinture que j'utilise. Bien sûr, ce ne sont pas des vérités. Vous pouvez utiliser vos techniques, mais je vais vous montrer comment moi j'ai réalisé cette peinture. Si je clique sur pinceau, je vais commencer avec la brosse blocking. Je vais vérifier que j'ai bien un calque de sélectionné vide. Je vais le supprimer et en créer un nouveau. Me voici donc avec un nouveau calque. Mon objectif est de peindre un ciel, je vais donc aller chercher un bleu qui me convient, par exemple celui-ci. Je vais changer la taille et je vais commencer à faire un dégradé. Voilà. Ensuite, je vais prendre une couleur plus claire de sorte à améliorer ce dégradé. C'est plus simple pour moi, j'oriente l'image et je vais faire un dégradé en appuyant plus ou moins. Ici, je trouve que mon dégradé n'est pas parfait, je vais essayer de l'améliorer comme ceci. Voici un dégradé avec un peu de variation. Si jamais je veux le peaufiner, bien sûr, je peux continuer à travailler le dégradé avec plus ou moins de variation. Je vais rajouter un nouveau calque et cette fois-ci, je vais choisir une couleur claire. Généralement, quand je peins des nuages, je ne vais me rapprocher le plus possible du blanc sans sélectionner le blanc. Ça veut dire qu'on fait attention de ne pas brûler mon image.
Aussi, généralement, quand je peins des nuages, j'aime bien que mon blanc soit un peu plus chaud. Je vais donc aller vers des couleurs plus chaleureuses et me rapprocher du blanc sans sélectionner de blanc. Je zoome et je vais commencer à peindre mon nuage. J'ai toujours bien sûr la brosse blocking et je continue à définir mon nuage. Voici donc mon nuage et mon ciel. Ici, je vais essayer d'agrandir un tout petit peu mon ciel de sorte à pouvoir peindre mon nuage plus facilement. J'agrandis et voilà. Il y a ensuite différentes techniques pour pouvoir peindre l'ombre. Ou je continue de peindre l'ombre directement en retravaillant la silhouette, ou la silhouette me convient et je souhaite appliquer une couleur directement sur ce petit nuage. Ce que je peux faire, c'est retourner sur mon calque nuage. D'ailleurs, je vais le renommer pour que ça soit plus facile. Nuage. Et ici, ciel. Je sélectionne ce calque, j'appuie dessus et je mets verrouiller alpha. Ça veut dire que je ne vais pas pouvoir rajouter plus de peinture. L'alpha, donc la silhouette de mon nuage, est bloquée. À partir de là, je vais prendre une couleur similaire à celle du ciel et je vais enlever un tout petit peu de saturation et je vais venir peindre mon ombre. Comme ceci. Voilà. J'ai un petit nuage dans le ciel. Ensuite, je peux venir ajouter un peu plus de détails, comme ceci, toujours avec la même brosse. Et voilà, ça va ajouter un tout petit peu de variation sur mon nuage. Si je trouve que c'est trop contrasté, je resélectionne mon blanc, et toujours avec la même brosse, je vais repasser dessus pour enlever du contraste. Voici un nuage. Ensuite, ce que je peux faire, c'est changer de pinceau et prendre le pinceau détail. Je vais recliquer sur mon calque nuage et je vais enlever le fait que l'alpha soit verrouillé. À présent, je peux dessiner librement. Souvent, ce que je fais, c'est que j'aime bien que le bas du nuage soit très doux et très transparent, mais que le haut du nuage soit bien plus solide et plus opaque. Je vais donc, avec ma brosse détail, venir définir le haut du nuage. Bien sûr, mon objectif, c'est de ne pas y passer trop de temps pour vous montrer la technique, mais souvent, je peux passer plusieurs heures sur un seul nuage pour être sûr que le rendu me convienne. Voilà, quelque chose de plus solide vers le haut. Je peux aussi prendre du bleu pour refaire les ombres. Et voilà. Donc, par exemple, un nuage, la méthode que j'utilise pour faire un nuage. Voici mon nuage. Je vais grouper ces deux layers, ou ces deux calques, et je vais les cacher. À présent, nous allons voir comment peindre une montagne. Je vais reprendre ma brosse blocking, je vais refaire un ciel un peu plus assez similaire, donc je recommence avec ma brosse blocking. Là, je vais prendre une couleur plus claire de sorte à faire le dégradé. Souvent, j'essaye d'enlever un petit peu de saturation dans les tons blancs pour pas que ça ressorte trop et que ça ne soit pas trop stylisé. Mais si vous préférez ajouter de la saturation, il n'y a pas de problème. Là, ça ne va pas. Je voulais faire une sorte d'océan. Voilà, comme ceci. Cela ira très bien. Je vais à présent chercher par exemple une couleur un tout petit peu plus verte. Je fais attention à ne pas mettre trop de saturation. Et je vais commencer à faire une petite montagne. L'autre technique aussi pour éloigner la montagne, c'est de rajouter du bleu. Donc si je repeins une deuxième montagne derrière, je peux rajouter un peu plus de bleu dans la couleur et aussi la faire plus claire. Comme ceci, donc là c'est encore un tout petit peu trop vert. Vous voyez, n'hésitez pas à chercher vraiment la couleur pour avoir quelque chose qui vous satisfait. Voilà, par exemple, là j'ai une montagne qui est un peu plus loin, et voici. Donc, on a nos masses de montagnes, on a notre ciel. Ici, je vais essayer de peindre à présent de la lumière, donc je vais prendre la couleur de ma montagne, je vais aller vers quelque chose de plus clair. Si jamais je veux que ma lumière soit plus froide,
je vais vers les bleus, mais si jamais je veux que ma lumière soit plus chaleureuse, je vais vers les jaunes. Dans le cas présent, je veux une lumière un peu plus chaleureuse. Donc je vais vers les jaunes et je peux commencer à peindre. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je peins des sortes de triangles. Ensuite, là, je peux garder la même couleur, mais peindre un peu plus en opacité pour les montagnes de derrière. Et voilà. Ensuite, je peux prendre mon eau et repeindre de sorte à définir un peu plus les montagnes. Je me rends compte que derrière, la couleur est trop bleue, ce n'est pas grave, je peux toujours la modifier. Ensuite, ma montagne a l'impression qu'elle est directement dans l'eau, donc je vais venir rajouter une couleur pour faire la terre ferme, comme ceci. Et comme on l'a vu sur la référence tout à l'heure, la transition, plus l'eau est proche de la terre, moins elle est profonde, du coup, plus elle se mélange avec la couleur du sable. Donc je vais prendre une couleur un tout petit peu plus turquoise, comme ceci. Je n'hésite pas à reprendre la couleur, de sorte à faire mon dégradé. Voilà, donc là on commence à voir des montagnes. Je peux commencer à redéfinir un peu plus la montagne. Bien sûr, ça, je vous laisserai le faire de votre côté parce que ça prend du temps, c'est toujours difficile de faire quelque chose très rapidement. Une fois que je suis à peu près content de mes couleurs montagneuses ainsi que de mes formes, ce qui est bien là, c'est que je ne travaille que sur un seul calque, je peux donc venir resculpter mes montagnes. Si je veux aussi rééloigner cette montagne, je peux lui rajouter du bleu du ciel. Et voilà, là vous voyez, on commence vraiment à avoir une profondeur atmosphérique. Je veux rajouter maintenant des détails sur ma montagne, je vais changer de pinceau et je vais aller sur le pinceau détail. Ici, je vais resélectionner ma couleur et là, vu que je veux que ça soit plus clair, je vais ajouter plus de luminosité et je veux aussi que ça soit un tout petit peu plus chaleureux. Et là, je vais choisir la bonne taille de brosse. Là, je me rends compte que c'est peut-être un peu trop clair, donc je vais le mélanger avec l'autre couleur pour essayer de trouver une couleur qui me correspond. Parfait. Et je vais mettre juste des petits coups comme ça de brosse de sorte à commencer à créer les arbres. Voilà, là je crée des arbres sur ma montagne. Encore une fois, ne vous attendez pas à ce que le résultat soit extraordinaire car je vous communique le principe, mais bien sûr ça prend du temps. Voilà, donc là j'ai à peu près mes arbres. Une technique aussi, c'est plus on est loin, moins on a de détails, et plus on est près, plus on a de détails. Donc par exemple, ici, je pourrais faire en sorte que les montagnes qui sont dans la profondeur atmosphérique ne reçoivent pas de détails forcément pour qu'on comprenne vraiment la profondeur. Ensuite, ici, je peux toujours prendre mon ombre et venir redéfinir. Une technique que j'aime bien utiliser aussi, c'est plus on a de l'ombre, plus une zone est sombre, moins il y a de détails. Par exemple, sur une montagne qui serait très loin, dans l'ombre, je ne rajouterai quasiment pas de détails, je la laisserai comme ça. Quelque chose que j'aime bien faire aussi, c'est rajouter ce qu'on appelle de l'ambiance, c'est-à-dire que les arbres réfléchissent et ils réfléchissent la couleur du ciel. Ce qui fait que même dans l'ombre, on pourrait avoir un tout petit peu de bleu comme ça, qui vient se réfléchir sur les arbres. Ce bleu-là, je le choisis en prenant la couleur du ciel. Je le mets un tout petit peu en opacité. Et voilà, ça va venir me redéfinir un petit peu la montagne. Parfait. Ensuite, ici, mon sable, je sens qu'il manque de volume. Donc, je vais rajouter de la luminosité. Donc, je rajoute de la luminosité. Et je vais un peu plus vers les tons chaleureux. Parfait. Et je vais rajouter un tout petit peu de lumière ici et là. Parfait. Ensuite, la dernière méthode, donc ça c'est vraiment la méthode que j'ai utilisée pour peindre les montagnes. La dernière méthode utilisée pour l'eau, c'est que je varie la couleur de l'eau en assombrissant sa couleur et en ajoutant un tout petit peu de saturation. Aussi, je vais aller plus vers les tons verts dans les ombres, comme ceci. Et ensuite, je peux prendre une couleur plus claire pour faire des sortes de réflexions.
Je vais changer de brosse pour prendre la brosse détail et je vais juste faire des petits traits comme ça. Et voilà. Ensuite, je peux en faire des plus grands pour créer comme des vagues. Et voilà à peu près la technique que j'ai utilisée pour peindre les montagnes. Et voici. Donc ce sont vraiment les techniques que j'ai utilisées, que ce soit pour les nuages, donc pour peindre les nuages qu'on voit dans le ciel, mais aussi l'avion nuage. Et ensuite, pour tout ce qui est montagne et eau, ce que je vous ai présenté, ce sont les techniques que j'ai utilisées pour faire la peinture digitale. Encore une fois, j'essaye d'aller vite pour vous expliquer les principes, mais ça prend du temps, c'est pas mal d'allers-retours, de variations de couleurs, etc., etc. Donc n'hésitez pas à vraiment prendre votre temps et à recommencer si nécessaire. Enfin, j'ai utilisé très peu de calques. Comme on a pu le voir au tout début, j'essaye de minimiser les calques pour pouvoir contrôler un maximum ma peinture digitale. Voilà, j'espère que je vous ai montré tout ce que j'ai utilisé pour faire la peinture digitale. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser savoir. Bienvenue dans cette seconde partie. Nous allons voir comment réaliser une peinture digitale étape par étape pour être le plus structuré et ordonné possible. Voici la première étape, le croquis. Souvent, lorsque je réalise un croquis, je ne pense pas du tout aux proportions, à la justesse de la perspective. Mon unique objectif est de transmettre et de communiquer mon idée sur le papier. Je réfléchis bien sûr à la composition, je rajoute des ombres pour voir quel contraste aura ma peinture digitale à la fin. J'essaye de mettre un maximum d'idées, mais ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. Encore une fois, c'est un croquis. Voici le croquis final. Je vais à présent un minimum le mettre au propre de sorte à pouvoir continuer avec l'étape de la couleur. Nous voici à présent à l'étape de la mise au propre. Donc la mise au propre me sert à corriger les proportions, à rechercher le design et aussi à corriger la perspective. Donc dans un premier temps, je vais changer l'opacité du calque de croquis. Ensuite, comme nous l'avons vu précédemment, je vais créer mes lignes de perspective. Ensuite, je prends mon outil Ink et je vais commencer à mettre à jour le design, à chercher un peu plus précisément les proportions de mon personnage, de mon avion. Je vais essayer aussi de rajouter des ombres. J'assure souvent les ombres de sorte à voir le contraste que je pourrais avoir dans le futur. J'essaye de mettre un maximum de détails. Tout le détail que je peux mettre à cette étape-ci va me simplifier la vie plus tard quand je vais me focaliser sur la couleur. Voici le résultat final, je peux à présent commencer la couleur. Pour cette étape, je change l'opacité de mon calque et je le mets cette fois-ci au-dessus, c'est-à-dire je vais travailler ma couleur en dessous du calque de mise au propre pour avoir bien les proportions et la ligne. Je fais en sorte que la ligne soit vraiment très claire pour ne pas impacter sur les couleurs que je vais mettre. J'utilise à cette étape la référence, donc la référence que j'ai précédemment montrée des îles, de sorte à voir ces bleus, ces turquoises, à voir le contraste mais aussi la profondeur atmosphérique. Aussi, je tiens à préciser cette notion de color key. Souvent, lorsque l'on fait un film, on va faire ce qu'on appelle des color keys, c'est-à-dire une recherche assez brouillonne des couleurs pour un plan. Dans le cas présent, j'ai une référence qui est très solide. Je sais donc à peu près à quoi va ressembler mon image. Mais à cette étape, je cherche la couleur. Donc si je ne suis pas content de la première mise en couleur, je peux bien sûr en faire d'autres. Si je souhaite par exemple au final que mon image soit durant la nuit, eh bien je peux faire une autre color key où je vais chercher des couleurs plus de nuit. Voilà, cette phase de color key me permet de définir les couleurs, les ombres, etc. Dans un second temps, je vais me focaliser sur les détails. Mais ici, je ne me concentre que sur les couleurs. Cela reste très brouillon. Mais l'important, c'est que je définisse l'ambiance que je souhaite avoir pour ma peinture digitale. Voici donc le résultat final. Je vais pouvoir à présent me focaliser sur les détails.
À présent, nous sommes supposés avoir une base de couleurs solide. Je vais pouvoir désormais me focaliser sur les détails. Comme vous pouvez le voir, je choisis ma brosse détail. Cela va me permettre de travailler plus finement, que ce soit les nuages, l'eau ou encore les montagnes. Je vous conseille de mettre les détails uniquement que quand votre color key ainsi que la mise au propre sont solides. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte par exemple que la perspective de l'avion n'est pas bonne ou alors du sujet que vous traitez ne convient pas, je vous conseille de revenir en arrière, modifier votre dessin de mise au propre, ajuster la perspective, revoyez un design au trait. Il en est de même pour la color key. Je vous conseille de n'attaquer la phase de détail quand vous savez que vos couleurs sont solides et satisfaisantes. Ne commencez pas à aller peindre les feuilles des arbres si jamais la couleur de vos arbres ne vous plaît pas. L'objectif, c'est vraiment de valider étape par étape. Dans un premier temps, le croquis. On ne se concentre que sur l'idée. On met un maximum d'idées et ce n'est pas grave si la perspective ou le dessin sont faux. Dans un second temps, on fait une mise au propre de sorte à définir beaucoup plus le design, la perspective, etc., etc. Ensuite, nous nous focalisons que sur les couleurs lors de la color key. Comme vous pouvez voir, j'essaye de segmenter un maximum le travail, de sorte à ne pas avoir plusieurs choses à gérer en même temps. Beaucoup de personnes sont très fortes et sont capables de gérer du design, de la composition, de la perspective, de la couleur, de la lumière en même temps. Pour ma part, je trouve ça vraiment très difficile, j'essaye donc de segmenter en différentes étapes, de sorte à ne pas avoir trop de choses à faire simultanément. Ici, dans cette nouvelle étape, je ne me focalise plus que sur les détails. Pour le moment, je n'utilise pas de référence tierce, je n'utilise que la référence initialement choisie. Mais je vous conseille, par exemple, de prendre des références sur les nuages, de prendre des références sur l'eau, sur les arbres si jamais vous en avez besoin. Dans les autres notions que nous pouvons aborder, c'est le personnage. Comme vous pouvez le voir, je mets au propre le personnage. Je rajoute juste un calque au-dessus et toujours j'utilise ma brosse ink de sorte à mettre au propre la ligne du personnage. Je vais aussi recommencer les couleurs du personnage et y ajouter des ombres pour que ça soit cohérent. Je continue avec un calque foreground que je rajoute au-dessus de sorte à rajouter des nuages sur mon personnage pour mieux l'incruster. Au niveau des détails, vous pouvez voir que le haut des nuages sont toujours un petit peu plus solides. Le bas des nuages vont être beaucoup plus doux. Je vais aussi jouer sur la couleur, comme vous pouvez le voir sur les nuages. Le dessous et l'ombre des nuages sont très saturés et très colorés. Je vais faire comme s'il y avait un rebond de lumière sur l'océan ou alors sur les montagnes qui venait apporter un petit peu de vert sous les nuages. Vous pouvez aussi voir que je n'utilise que de brosses pour faire l'ensemble de cette image. Habituellement, j'utilise beaucoup plus de pinceaux dans Photoshop, de sorte à rajouter plus ou moins d'effets. Mais là, je voulais montrer qu'il était possible de faire une image en entier avec uniquement 2 pinceaux. Nous sommes limités en termes d'outils, mais pour autant, nous pouvons peindre ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire de l'eau, des nuages, du ciel, etc., etc. Aussi, la peinture est en accéléré. Nous ne pouvons pas aborder chaque point minutieusement, mais vous pourrez voir au fur et à mesure de la peinture, je n'hésite pas à sélectionner des zones et alors appliquer une transformation. Parfois je trouve que l'aile n'est pas dans le bon axe, parfois je trouve que l'avion est trop droit, je décide de le tourner. Laissez-vous la possibilité de faire encore des modifications en termes de composition et de placement d'objets dans l'espace au cours de la peinture. C'est aussi en ça qu'une bonne structure de layer ou de calque est utile. Par exemple, moi, comme nous avons pu le voir précédemment, j'ai un calque pour l'eau, un calque pour l'avion et 2 ou 3 calques pour le personnage. Ce qui fait que c'est très facile d'appliquer des modifications sur ces éléments. L'avion, en quelques secondes, je peux modifier la forme ou la taille des ailes sans que cela devienne une usine à gaz. Je vous conseille vivement de simplifier votre organisation dans vos logiciels de peinture, de sorte à pouvoir toujours modifier un maximum le sujet. Enfin, comme vous pouvez le voir, tout à la fin de ma peinture, je vais rajouter des mouettes. C'est vrai que c'est quelque chose que nous n'avons pas abordé, mais l'objectif d'une peinture, c'est que ça soit organique. Je ne sais pas forcément tout le long ce que je vais faire. Parfois, je vais modifier certains éléments, que ça soit en termes de design, de composition. Voilà, l'objectif, c'est que ça soit le mieux possible. Donc, si à la fin, je trouve que mon avion tout seul au-dessus de l'océan c'est un peu vide, eh bien je peux venir rajouter des mouettes ou d'autres éléments.
On peut se laisser la possibilité de modifier notre idée initiale au cours de la peinture. Voici le résultat final. J'ai en tout passé près de 8 heures à faire cette image. Il nous reste encore une dernière étape de compositing que nous allons aborder tout de suite. Nous voici rendus à la dernière étape, compositing. Je vais vous montrer un petit effet que je mets à chaque fois à la fin sur mes images digitales. Pour l'instant, si je zoome dans mon image, on peut voir que tout est très digital. On voit que les dégradés sont parfaits et il n'y a pas de petites variations que l'on pourrait retrouver par exemple sur une toile ou sur une feuille de papier. Mon objectif, ça va être de rajouter un tout petit peu de grain sur cette image sans avoir à combiner tous les calques. Donc si je vais dans calque, on peut voir que j'ai mon groupe foreground, je vais rajouter un calque au-dessus. Je vais le nommer bruit. J'applique. Généralement, j'aime bien rajouter mes calques dans un groupe. Il n'est pas possible de créer un groupe uniquement pour un calque. Ce que je vais faire, c'est rajouter un autre calque. Je vais le prendre, le glisser dans bruit et je vais supprimer ce calque. Voilà, dorénavant, nous avons un groupe pour le calque bruit. Je vais l'appeler comp pour compositing. Ensuite, je vais sélectionner mon calque bruit. Je vais aller dans mon outil couleur. Je vais changer de fenêtre pour aller dans valeur. Et dans valeur, je vais essayer de faire un calque gris avec une luminosité à 50%. Donc là, je peux taper 50%. Je vais prendre ce gris et je vais remplir toute mon image. Je retourne dans les calques, dans bruit, et je vais changer le mode de fusion pour incrustation. C'est un effet qui va supprimer tous les niveaux de gris à 50%. Si jamais votre calque est trop clair, l'image deviendrait bien plus claire. Si jamais votre calque était plus sombre, l'image deviendrait plus sombre. Voilà. Et à présent, je vais aller dans ma petite baguette magique et je vais chercher bruit. Ici, rien ne se passe. Je vais donc prendre mon stylet ou mon doigt, aller de gauche vers la droite. Comme vous pouvez voir, ça va augmenter le bruit sur mon image. Je vais chercher une valeur qui me convient, par exemple 18% ou 20% me semble être bien. J'ai juste à cliquer sur la baguette magique pour valider l'effet. Si je zoome, on peut voir que j'ai dorénavant, du bruit. Mais ce bruit est vraiment très net. Et pour avoir un effet un petit peu plus toile, je vais flouter ce bruit. Je retourne dans ma baguette magique et je vais chercher flou gaussien. Je vais zoomer un tout petit peu sur ma toile de sorte à voir ce que je fais. De nouveau, je clique à gauche, je maintiens et je glisse mon stylet. Si je floute trop, on ne voit plus rien. Donc ce que je vais faire, c'est faire attention à ne pas trop flouter. J'avance et par exemple, 2% me semble très bien. Donc si je zoome, comme vous pouvez voir, je n'ai plus de dégradé parfait type peinture digitale. J'ai à présent du grain. Ce grain est peut-être un tout petit peu trop présent, donc je vais retourner dans mes calques, je clique sur mon calque et je vais enlever un peu de l'opacité. Voilà, je veux quelque chose qui soit supposé, pas visible mais supposé. 53% me paraît être bien. Voilà, si je rezoome, voici mon ombre et si je cache le calque, la voici. Donc on peut voir qu'ici ça fait très digital et ici ça fait un peu plus naturel. Voilà, ma peinture est terminée. Nous voici donc rendus à la fin de ce tutoriel. J'espère que ça a été utile et que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions ou des recommandations, n'hésitez pas à me les laisser savoir. Vous pouvez me contacter sur Patreon, sur Gumroad ou bien tout simplement par mail. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter toute cette vidéo. J'espère que ça sera utile. À bientôt. Encore merci.